Et bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la quotidienne J-4 avant les vacances et la fin de cette émission. Je vous rappelle que le 1er septembre, nous allons passer sur la TNT. Cette émission sera donc remplacée par une autre. Alors voilà, on se fait plaisir depuis hier et jusqu'à vendredi avec les amis de cette émission qui viennent nous rendre visite ce soir. Dans quelques secondes maintenant, je serai en compagnie, je suis déjà d'ailleurs en compagnie de Jérémy Taburki, cet artiste dont on a beaucoup parlé dans cette émission. Dans quelques minutes, vous allez découvrir bien sûr le reportage du jour réalisé par Rachel Turpin. Dans un quart d'heure environ, nous repartirons sur la piste de BMX à la Colle-sur-Loup à la découverte donc de ces sensations fortes. Et puis on terminera quand même cette émission avec le film de la semaine, un film qui devrait vous plaire si vous êtes amateur de dessins animés, puisque nous allons parler du deuxième volet des Schtroumpfs. Alors avant de passer au reportage de Rachel Turpin, je vais quand même saluer mon invité du soir, Jérémy Taburki. Bonsoir Jérémy. Salut Nico. Bienvenue sur ce plateau et merci d'être là pour cette dernière semaine d'émission, cette dernière semaine de quotidienne. On va parler de beaucoup de choses avec vous, de votre actualité, parce que même si vous êtes un ami de l'émission, qu'on avait envie de vous recevoir pour cette dernière semaine, vous avez une actualité très très chaude toute cet été, parce que vous exposez, parce que vous créez, vous êtes en train notamment d'imaginer le numéro 4 de cette revue Loucan. On va parler évidemment de la bande dessinée qu'on avait découvert à l'occasion du Festival du Livre, et puis il y a encore plein de choses, il y a des expositions actuellement sur Nice et à Paris. Voilà un petit peu le sommaire de cet entretien, de ces entretiens, parce qu'on va avoir plusieurs moments dans cette émission. D'abord, quelle est l'actualité, on va dire, la plus fraîche pour vous? La plus fraîche, c'est la BD. Hein. Elle est là. Dr. Chaos et Mr. Strange, que vous aviez déjà présenté lors du Festival du Livre. On était dans le Vieux-Nice. Et donc voilà, là, avec Michel Bonous, l'éditeur, on a quelques dédicaces en cours. On va être dans les vallées, notamment à la Brigue début août. Et puis voilà. Ce sont les aventures de ce chat que vous avez créé de toutes pièces pour vos folies artistiques, qu'on peut appeler des tableaux finalement, une sorte d'image qu'on découvrira tout à l'heure. Et là, vous avez exploité un petit peu le côté manga de votre univers. Voilà, comme le scénario était assez rapide, dynamique, avec quelques rebondissements, on s'est dit avec l'éditeur que ce serait pas mal d'offrir à ce livre un format manga, un manga Nice Art. Alors, je crois qu'on peut découvrir les dessins originaux de cette bande dessinée actuellement à Nice, c'est ça? Tout à fait, à l'atelier Franck Michel, au 28 rue Séguerane, c'est le quartier des Antiquaires, vers le port. C'est ma galerie de référence et Franck, le galeriste, m'a proposé d'exposer les planches originales de la BD, en effet. Oui. Vous avez travaillé un petit peu comme vous travaillez avec le chat, alors ça on en parlera tout à l'heure parce qu'on peut se procurer les produits dérivés de ce chat à la boutique du Mamac, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Vous travaillez un petit peu sur ce mode-là aussi quand vous bossez pour une BD, ou c'est un autre mode de réflexion? C'est assez différent parce qu'il faut quand même être beaucoup plus sérieux pour la BD. C'est une bande dessinée, ça se travaille comme un livre. Hein. Il faut être assez rigoureux, savoir où on va. Même si dans le cas de celle-là, je me suis laissé pas mal de liberté, allant de planche en planche, d'anecdote en anecdote. Mais c'est un travail de longue haleine. Tandis qu'un tableau, c'est beaucoup plus spontané. On peut faire ça en 1 heure le soir. Et voilà, c'est plus direct. Allez, on va faire une première respiration en images dans cette émission avec le reportage du jour, signé bien sûr Rachel Turpin. Vacances studieuses pour Jean et Catherine. Lui est prêtre italien, elle est interprète russe. Tous les deux ont intégré ce mois-ci les cours de l'Alliance française, un établissement où ils peuvent perfectionner leur français. Une langue pas toujours facile à manier, mais indispensable pour leur métier. Oui, je veux apprendre le français parce que c'est une langue très importante pour mon travail. C'est une langue très importante à connaître. C'est mes vacances. C'est une très belle ville pour voyage, pour faire voyage, apprendre le français en même temps. Apprendre et être évalué sur leur capacité orale et écrite. Au programme de la matinée, par exemple, un examen de 45 minutes dans lequel ils doivent rédiger une lettre de motivation. Mission de l'enseignant.
proposer des cas pratiques et des exercices ludiques. Notre but, évidemment, c'était une méthodologie actionnelle, c'est-à-dire on va essayer de leur véhiculer un savoir et un savoir-faire, qu'ils soient capables justement de mettre en place une situation réelle dans la vie plutôt qu'un savoir théorique. Comme ce groupe d'une dizaine d'élèves, ils sont chaque année 1750 à participer à ce programme linguistique, environ 500 rien que sur les seuls mois de juillet et août. Des cours sont ainsi dispensés à Nice depuis 31 ans et le nombre d'inscriptions ne cesse d'augmenter depuis 2008. La formule qui fonctionne le mieux à l'Alliance française de Nice, c'est en fait le cours intensif de français langue étrangère, qui a lieu du lundi au vendredi de 9h à 13h, ce qui représente 20 heures de cours par semaine et 80 heures de cours par mois. À cette mission linguistique permanente s'ajoutent aussi des actions culturelles plus ponctuelles, comme par exemple dans le cadre des Jeux de la francophonie en septembre prochain. Pendant un an, l'organisme s'est associé à l'événement via l'accueil d'artistes francophones ou l'organisation de conférences au Centre universitaire méditerranéen. L'occasion ainsi de donner plus de visibilité aux actions culturelles de l'association. Les Jeux de la francophonie sont donc pour nous l'occasion d'ouvrir encore plus largement les portes de notre alliance qui, comme son nom l'indique, est un lieu de partage linguistique, de partage culturel. Des thématiques qui intéressent régulièrement plus de 85 nationalités. L'établissement devrait même accueillir son 20 millième élève cet été. Allez, on est de retour sur le plateau de la quotidienne. Je vous rappelle que je suis en compagnie de l'artiste Jérémy Taburki. On a déjà évoqué l'actualité avec cette bande dessinée Dr Charose et Mr Strange. On a parlé de l'exposition donc rue Ségurane dans l'atelier Franck Michel des planches originales de cette bande dessinée à l'univers très manga. J'aimerais qu'on parle également évidemment de ce petit livre que j'ai avec moi, cette chronique, ces chroniques artistiques que vous tenez avec vos complices, qui s'appelle Loucan. On en a déjà beaucoup parlé, c'est à peu près le même format que la bande dessinée d'ailleurs, avec l'aide là aussi des éditions Baie des Anges, il faut le signaler. Alors ça c'était le numéro 3 sur le thème de la vague, donc vos amis artistes, journalistes, photographes s'étaient inspirés de cette consigne, si j'ose dire. Vous travaillez actuellement sur le numéro 4 qui lui sera plutôt futuriste d'après ce que j'ai compris. Voilà, alors pour le numéro 4, c'est en effet le thème du futur. Et là, avec le comité de rédaction, on a fait notre sélection et on a retenu une vingtaine de contributions d'auteurs différents et variés. Alors il y en a qui étaient dans le numéro 3 qui reviennent, il y a des nouveaux auteurs, certains de très haut niveau, mais je laisse la surprise aux futurs lecteurs de découvrir les très bonnes surprises qu'il y aura dans ce 4e numéro. Prévu pour quand ? À la rentrée, je prends le temps de bien faire les choses, hein, voilà, ça sortira quand le projet sera prêt et comment dire, que la grossesse arrivera à son terme. Voilà. Alors, sans voilà, faire de redondance, parce qu'on en parle beaucoup quand même maintenant, sur Nice Azur Télévision de ce Loucan, rapidement, on va rappeler le concept. Donc, vous convoquez des amis, c'est une sorte d'appel d'offres géant, comme on pourrait dire dans l'attribution des marchés publics. Et puis, les gens ont vraiment libre choix dans l'inspiration, dans le média utilisé. Je prends toujours cet exemple-là, mais vous avez une fois publié une conversation Facebook. Donc, voilà, on peut montrer une photo, montrer une œuvre, montrer un texte, voilà, des digressions. Il y a plein de choses qui sont finalement autorisées et éditées dans ces petites chroniques. Tout à fait. Je crois que le premier devoir d'un artiste, c'est d'être créatif, donc autant dans le message que dans la forme du message. Et là, j'espère donner l'occasion aux créateurs locaux ou d'ailleurs d'exprimer cette créativité. Alors, puisque vous parliez de la rentrée de septembre avec l'arrivée du numéro 4 de Loucan, en septembre, vous serez également du côté de Paris et plus particulièrement de la Défense pour exposer, je crois, autour du chat toujours. Hein, non, alors là, ce sera à l'occasion d'un de mes autres travaux sur le thème des gélules d'antibio. Ah oui, voilà, vous dont on avait aussi parlé. Mes antibiographies, mes fausses biographies. Ça avait découlé sur une création plastique sous forme de gélules. Et sur ce travail-là, ça se passe avec la galerie Monade Nomade qui est basée à Alès.
qui fait voyager mes gélules et ce travail dans différents lieux de France. Et en septembre, ce sera en effet au CNIT La Défense. Voilà, à la foire Art O'Clock. Art O'Clock, qui est une très belle foire. Qui est un gros événement annuel sur l'art contemporain, où on y retrouve évidemment toutes les références actuelles de la discipline. D'aller à Paris, c'est un petit peu obligatoire aujourd'hui quand on est artiste. Ça marche bien ici, vous avez votre public, vous avez vos fans. Il faut impérativement faire sa promotion aussi en France, et ça passe par Paris. C'est important pour vous. Ça passe par Paris parce que c'est une ville sympathique. Maintenant, je fais les choses par plaisir avant tout. Hein, et Paris, avec notamment la galerie Monade Nomade, c'est un événement qui me procurera certainement du plaisir. Voilà. Allez, on va s'interrompre une seconde fois dans cette émission pour se retrouver pas très loin d'ici sur la piste de BMX de la Colle-sur-Loup. On passe de l'art contemporain au sport extrême, c'est un petit peu le grand écart, mais bon, peu importe. C'est le deuxième épisode donc, de ce retour consacré à cette discipline qui fait beaucoup d'adeptes. Une piste de BMX ne se construit pas comme cela, surtout si l'on vise une homologation de la Fédération française de cyclisme. La piste de la Colle est presque homologuée pour pratiquer la compétition, reste juste à modifier le système de départ. Créée dans les années 90, la piste de la Colle est un modèle du genre. Je dirais que déjà, il faut bien choisir son terrain, il faut que le terrain soit, je dirais, légèrement en pente. Ce qui est bien, c'est d'avoir le départ un peu plus haut que l'arrivée, puisque ça nous permet d'avoir de l'élan sans trop pédaler aussi. Après, il faut qu'on ait certaines largeurs de ligne droite, puisqu'au démarrage, on est quand même 8, hein, donc il faut une largeur de 10 mètres. Et après, je dirais qu'en fonction de ça, les longueurs de ligne droite font environ entre 80 et 100 mètres, donc il vous faut quand même un beau terrain, on va dire. Hein. On ne peut pas faire ça n'importe où, pour qu'elle soit homologuée, bien sûr. Après, si on fait une piste non homologuée juste pour l'entraînement, il n'y a aucun souci. On peut très bien faire ça sur un terrain beaucoup plus petit. Hein. Le parcours technique est aussi au centre de l'attention des concepteurs. Les bosses sont à construire et le revêtement à choisir. Dans ces deux domaines, les libertés sont grandes, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour faire, je dirais, un terrain homologué, déjà, il ne faut pas que ce soit du béton partout. Après, la taille des bosses, elles sont imposées uniquement pour la première bosse. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute pour que les plus jeunes puissent passer tranquillement. Et après, je dirais que le revêtement est laissé, je dirais, au goût de chacun. Hein. On peut mettre de la terre sans revêtement, on peut mettre du sable, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Hein. Ce qu'il faut, c'est que ça soit agréable à rouler et rapide. La piste de la Colle est aujourd'hui le fleuron du club. Construite avec la naissance de la Colle Rider Team, la piste est entretenue par le syndicat des sports de la Colle et Saint-Paul, mais surtout par les membres eux-mêmes. Chaque licencié, parent ou bénévole met la main à la pâte pour entretenir la structure et la faire évoluer. Un club donc qui a une âme et qui flirte avec les 10 ans d'existence. Ce club, il est à l'initiative, je dirais, de parents de pilotes et de pilotes. À la base, en 1996, ils ont créé ce club avec Daniel Rechichi qui était un pompier. Bon, il m'a cédé le club parce que ses enfants ne roulaient plus, ils cherchaient un repreneur. Moi, je me suis présenté, à l'époque, je faisais de la compétition. Ils pensaient qu'on allait pouvoir bien développer le club avec la mairie, etc. Donc grâce au syndicat des sports, on a pu petit à petit transformer le terrain. Et maintenant, depuis peu, on a eu le nouveau revêtement de la piste, la nouvelle clôture, bientôt certainement un nouveau système de départ homologué par la fédération. Donc chaque année, il y a des nouveautés, le bac à mousse, le champ de bosse, voilà, on essaye d'apporter des nouveautés, des nouvelles bosses chaque année pour que justement les pilotes ne se lassent pas et qu'ils aient toujours la même envie de rouler chez nous, quoi. Le bac à mousse évoqué par Florent est certainement l'attraction la plus ludique du club. Logé à 2 pas de la piste, il permet aux riders de s'en donner à cœur joie. C'est essentiellement pour justement l'apprentissage des figures, hein. C'est pour tout ce qui est freestyle. L'intérêt, c'est que on peut sauter dans le bac, tenter des 360, des backflips, des front flips, etc. sans se faire trop mal, parce que le bac à mousse, ça fait pas tout, hein. On se fait mal quand même, hein, si on se réceptionne mal. Mais je dirais que ça permet quand même des excentricités nettement plus facilement que sur la terre, hein. Pour tous les pilotes, l'Eldorado se trouve en Amérique.
Là-bas, les pilotes sont très bien payés et le sport fait vendre. Un Eldorado que l'on retrouve sur les côtes ouest des États-Unis, en Californie. Faire du BMX, oui, chaque BMXeur a envie d'aller rouler aux États-Unis. Là-bas, vous avez les plus belles pistes du monde, vous avez les plus grandes compétitions, vous pouvez en vivre, il y a des sponsors qui sont prêts à vous payer comme des sportifs ici de renom pour pouvoir rouler pour leur marque. Donc c'est clair qu'un jeune, son rêve c'est d'aller aux États-Unis, même si c'est pour aller y rouler une fois pendant les vacances, c'est un rêve. Hein. Vous avez des centres d'entraînement là-bas qui sont... c'est démentiel, c'est sur plusieurs hectares avec des rampes partout, des pistes, des champs de boss, donc c'est sûr que ça fait rêver. Une expérience tentée par Florent. J'ai déjà été roulé il y a une quinzaine d'années, j'ai été roulé là-bas. Bon, c'était pas aussi développé que maintenant, mais c'était déjà très très bien. Ouais. Pilote en race, Florent pratique toujours aujourd'hui. Expert en course, il a vu se développer une nouvelle variante du BMX, le trail, plus communément appelé le stunt. Allez, on est de retour sur le plateau de la quotidienne, toujours en compagnie de Jérémy Taburki, bien sûr. Encore beaucoup de choses, enfin non, pas beaucoup de choses à dire, encore une importante, ce sont... attends, je vais la refaire parce que là, j'arrête pas de... Ok, pardon. Nous voici donc de retour sur le plateau de la quotidienne, toujours en compagnie de Jérémy Taburki. Il nous reste une petite chose à voir ensemble avant de passer à votre film de la semaine. C'est l'actualité de la boutique du Mamac. Je parle de l'actualité de la boutique parce que depuis très peu de temps maintenant, on peut se procurer là-bas les produits dérivés du charrose. Alors voilà, j'en ai un là juste devant moi. Donc ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors pour l'instant, c'est le seul produit dérivé qui s'y trouve. Hein. On verra si par la suite les responsables de la boutique me font la gentillesse et l'honneur d'accueillir d'autres objets. Mais pour l'instant, il y a ce chat-pot, chat-pot, qui est destiné pour les amateurs du charrose, qui pourra accueillir leur plante grasse, par exemple. Oui, parce que le chat aime beaucoup tout ce qui a trait au quotidien. Hein. Il se retrouve toujours dans des situations un petit peu, on va dire, anodines, mais avec voilà, une digression toujours vers l'humour, vers le jeu de mots. C'est quelque chose que vous aimez bien. Voilà, c'est l'humour avant tout. Et là, c'est un objet qui se veut drôle et sympathique. Et je crois que s'il y a un public qui me suit et qui apprécie ce personnage, c'est surtout pour ce côté-là. Vous continuez toujours à le travailler, ce chat ? À toujours. Vous en servir, à l'exploiter ? Toujours, avec plein de projets, plein d'idées. Là, je vais travailler sur des sculptures qui vont devenir un peu plus grosses. Ça, c'est une nouveauté dans mon travail, puisqu'on me connaît surtout pour des petites pièces. Mais je travaille avec différents partenaires en ce moment pour proposer à la rentrée des travaux plus monumentaux. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jérémy, d'être venu sur ce plateau. Je vais rappeler. Une dernière chose, Nicolas, j'ai une petite surprise pour vous, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, vous m'avez accueilli à plusieurs reprises et je voulais vous remercier, l'équipe de Nice TV, mais vous aussi en particulier, avec une petite toile. Voilà. Ah oui, et puis elle est personnalisée. C'est exceptionnel, ça. Merci beaucoup, Jérémy. Mon Dieu, regardez ça. En vous souhaitant bonne chance pour le nouveau format de l'émission à la rentrée. Voilà, Nicolas est un mec bien. Vous m'avez tout de suite cerné, Jérémy. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. C'est bien de terminer aussi l'histoire de cette émission avec un cadeau comme celui-ci. Vous reviendrez de toute façon dès septembre, hein, puisqu'on continuera à suivre votre actualité. C'est très gentil de votre part, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Jérémy Taburki, donc, que vous pouvez retrouver actuellement à l'atelier Franck Michel, 28 rue Ségurane, pour les planches originales de cette BD, Dr Charrose et Mr Strange, que vous pouvez vous procurer. Bande dessinée éditée aux éditions B des Anges, ça coûte 8,50 €, c'est hilarant. N'hésitez pas, vous pouvez également vous rendre à la boutique du Mamac pour trouver ce chapeau, hein, en 2 mots, P-O-T, bien sûr. Premier des produits dérivés commercialisés, voilà, un prix un peu plus abordable qu'une œuvre originale. C'est toujours, c'est un peu le principe des lithographies, hein. C'est la lithographie moderne, j'ai envie de dire, hein, c'est ça. C'est ça, en volume, on va dire. En volume, et puis donc dès septembre, Loucan, numéro 4, qui n'est pas encore sorti, sur le thème du futur. Merci beaucoup, Jérémy. Merci 1000 fois encore pour ce tableau. On va se quitter, pas tout de suite, parce qu'on va d'abord regarder quand même la bande-annonce du film de la semaine. Le film de la semaine, c'est Les Schtroumpfs numéro 2.
Au fin fond des bois se trouve un village rempli de petits schtroumpfs heureux et joyeux. L'un d'eux est beau comme un dieu et pourvu d'un charme fou et d'une voix chaude et puissante. Chaque mot qu'il prononce est un enchant. C'est bon, Schtroumpf narrateur, on a compris. Bon, d'accord. Mais non loin de là, le méchant sorcier Gargamel mijote un plan diabolique. Je fabrique mes propres créatures pour pouvoir enfin capturer les Schtroumpfs. Je les appellerai les canailles. Où est-ce qu'on est? Ça a marché. À peu près. Un film Sony Pictures Animation. Voici mon plan. On forme la Schtroumpfette pour qu'elle devienne une canaille comme nous. Elle s'amusera tellement qu'elle voudra plus jamais nous quitter. Oh ciel, je défaille. Ne craignez rien, la Schtroumpfette ne sera jamais une canaille. Pourquoi cette roue tourne si lentement? On est des canailles. Qu'est-ce que c'est drôle! Ça n'a rien de drôle. Les Schtroumpfs. Eh, c'est bon, je Schtroumpf, les gars. Ça, c'est une excellente imitation. Voilà, le deuxième volet des Schtroumpfs demain dans vos salles de cinéma. Et vous l'aurez noté, dans le rôle du Schtroumpf coquet, ou plutôt au doublage, l'acteur français Fred Testo, un acteur bien soigné avec une petite mèche, tout comme son personnage. Écoutez-le. Non, bah, ce qui est intéressant dans le Schtroumpf coquet, c'est son côté, en tout cas pour jouer le personnage, complètement narcissique. Et ça me faisait vraiment rigoler parce qu'on a tous un peu ça dans ce métier. Et en même temps, il est, comment dire, bah, il se laisse entraîner dans une histoire. Donc au début, il ne voulait pas vraiment y aller, puis finalement, il se fait embarquer là-dedans. Donc ça aussi, j'aimais bien dans le... Bon, bah voilà, quoi, il est pris dedans et il doit y aller. Et il va se révéler comme étant pas le plus mauvais, quoi. Donc ça me plaisait beaucoup. Voilà, le deuxième épisode des Schtroumpfs demain au cinéma. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. www.niceazurtv.fr pour revoir tous nos programmes en ligne. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Passez une très bonne soirée et à demain sur le plateau de La Quotidienne.